Analyse de la nouvelle lune du 27 avril 2025 à 21h31, heure de Paris. Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle analyse de la nouvelle lune en Taureau, une lunaison terrienne, dense, mais loin d'être tranquille. Alors on pourrait croire que le Taureau parle de calme, de confort, de lenteur, mais cette fois, c'est tout l'inverse. On est sur un terrain de tension, de crispation, de bascule silencieuse mais profonde. Le genre de nouvelle lune où on sent que quelque chose ne peut plus continuer comme avant. Alors pas forcément parce qu'on l'a décidé, mais parce que la réalité elle-même vient frapper à la porte. Et pourtant, ce taureau-là garde une puissance, celle qui nous ancre, celle qui nous dit « tu peux tenir, mais il va falloir choisir ce que tu nourris ». Donc une lunaison qui parle de valeur, de matière, de vérité incarnée, mais aussi de dépossession, de purification, de lignes de faille intérieure qu'on ne peut plus ignorer. Alors, dans cette vidéo, on va plonger ensemble dans des énergies très complexes, très puissantes. On va parler de cette fameuse grande croix fixe, de l'opposition Mars-Pluton, de la lune noire qui vient gratter là où ça fait mal, de Vénus essoufflée en Poisson, mais aussi des issues possibles, ne vous inquiétez pas. Donc il y a des éclaircies et des lignes de force activées. Alors, on prend une grande respiration et c'est parti pour le cœur du réel, là où ça craque, mais aussi là où ça peut renaître. Allez, let's go. La nouvelle lune se trouve sur le 7e degré 47 du Taureau. Son degré Sabian nous dit un traîneau sur une pente vierge de neige. La dominante est qu'il est important de devancer certaines situations prévisibles et de s'y préparer. Alors ce symbole en apparence paisible porte pourtant une sorte de force silencieuse. Il nous parle d'anticipation, mais pas dans le sens d'une fuite ou d'une peur, mais plutôt d'une conscience affinée du temps, d'une intelligence cyclique où chaque chose se prépare avant d'être visible, où chaque déplacement, même minime, est orienté vers l'avenir. Le traîneau est de base un objet simple, un outil né de la tradition, à la fois humble et efficace, et créé pour glisser avec fluidité sur un terrain encore intact. Alors cette pente vierge de neige, eh bien c'est l'avenir, celui qui n'a pas encore été foulé et qui attend pourtant d'être parcouru. À ce stade, nous devrions réaliser toute l'importance que peut avoir une imagination tournée vers l'avenir, mais aussi le fait de se fier au déroulement naturel des choses. Ce degré nous invite à nous appuyer sur ce que nous savons déjà, c'est-à-dire sur notre expérience, nos transmissions, nos outils intérieurs, tout en ayant la souplesse d'accueillir ce qui vient sans tenter de le figer. Dans ce ciel saturé de tension, de carrés, de rigidité fixe et d'opposition violente, ce symbole est presque une métaphore de sagesse. Il ne s'agit pas de résister ni de lutter contre les vents contraires, il s'agit plutôt de se préparer, de s'équiper intérieurement et de sentir quand c'est le bon moment pour s'élancer. Donc cela va nous demander une forme d'humilité, une conscience de notre propre rythme et une compréhension du terrain à venir. Alors bien sûr, collectivement, cela fait écho à une période où les structures mondiales sont en train de se figer, de se durcir, parfois même de se fracturer. La neige vierge, c'est aussi l'inconnu collectif, l'après-crise, l'après-système, l'après-vieux monde. Alors le traîneau, c'est notre capacité à faire appel à une mémoire ancestrale, à des savoirs traditionnels ou intuitifs pour traverser cette pente sans s'y perdre. Le degré nous dit ne cherche pas à forcer le dénouement, affûte plutôt tes outils, laisse venir le moment et sois prêt. Individuellement, c'est un appel à faire confiance à nos ressources internes. Pas nos ressources mentales, mais nos ressources sensibles, intuitives, enracinées. Celles qui savent se connecter au bon moment, au bon mouvement. Donc ils nous poussent à une sorte de patience active, à la préparation calme, à l'imagination constructive. Ils nous demandent où voulons-nous aller
Et surtout, avons-nous les bons outils pour y aller avec fluidité? Ce qui vient sera neuf. Le terrain est vierge. Rien n'y est encore tracé. Donc il ne s'agit pas d'avoir peur de glisser, mais de savoir comment glisser sans se rompre. Le traîneau, dans sa structure même, est un rappel que la forme peut servir le mouvement. Alors quelles formes en nous doivent être reconfigurées pour nous permettre d'aller vers cet inconnu? Dans cette lunaison, ce degré est comme notre boussole. Il ne promet pas la sérénité, mais il nous rappelle que même dans des conditions extrêmes, même dans la rigueur de l'hiver, eh bien, il existe un chemin fluide, si l'on accepte bien sûr de s'y préparer en conscience. Sous les énergies yin de cette nouvelle lune de terre fixe en taureau, un nouveau germe de conscience vient chercher à s'ancrer. Le taureau n'est pas un signe de départ brutal, ça c'est le bélier. Lui, il est un signe de continuité, de maturation lente, de stabilité patiente. Alors ici, la graine ne perce pas le sol dans un élan fougueux, elle pousse lentement, avec constance, avec une sorte de logique organique propre à la Terre. Cette lunaison peut donc activer en chacun de nous un besoin profond de réintégrer nos fondamentaux, c'est-à-dire notre rapport au corps, au temps, à la sécurité, à la nourriture, à l'argent, à la matière, à notre manière de résister ou d'accueillir. C'est une période qui interroge notre capacité à faire de l'espace dans notre vie pour ce qui nous nourrit vraiment. Donc elle pose la question du plaisir, de la jouissance, mais aussi de l'attachement, de la peur du manque, et donc de la peur de perdre ce qui nous stabilise. Dans sa lumière, le taureau nous enseigne la persévérance, la jouissance simple, le respect des rythmes, la capacité à construire du solide, à entretenir ce qui dure. Donc il incarne la fidélité à soi, à ce qui a de la valeur, à ce qui est éprouvé. Il nous recentre, nous ralentit, nous ramène à l'essentiel, ce qui nous tient debout, ce qui nous relie à la terre et au monde sensible. Donc positivement, il remet en question la frénésie moderne de productivité, il nous invite à retoucher au sacré du quotidien, c'est-à-dire savourer un bon repas, toucher la matière, entendre son corps, retrouver une relation apaisée à nos besoins essentiels. Mais dans son ombre, le taureau peut aussi se cristalliser. Il peut devenir rigide, possessif, obsessionnel. Il peut s'accrocher à ses habitudes comme à une bouée de sauvetage, refusant toute remise en question. Dans ce cas, il peut sombrer dans une recherche compulsive de confort, dans une peur panique du changement, dans un attachement pathologique à la matière ou au symbole de sécurité. Donc, tout ceci peut également nourrir un refus de dialogue, une volonté de rester dans sa bulle ou de ne pas s'exposer à la vulnérabilité du monde. Donc, je vous dis tout ceci parce que cette lunaison va nous poser une question simple mais profonde. Qu'est-ce qui nous stabilise vraiment? Qu'est-ce que nous cherchons à garder à tout prix? Est-ce que c'est encore vivant? Est-ce que ça nous soutient? Ou est-ce que cela nous empêche de bouger? C'est une nouvelle lune qui nous invite à honorer nos besoins les plus primaires, mais aussi à les redéfinir. Donc, nous allons être poussés à cultiver le lien avec ce qui nous ressource en profondeur, mais pas avec ce qui nous sature ou nous enferme. La Terre, dans son essence taureau, n'est pas seulement un lieu de résistance. C'est un organisme vivant, sensoriel, et qui répond aux gestes lents et enracinés. Ce que nous allons planter maintenant, dans notre quotidien, dans notre manière de manger, de parler, de toucher, de poser nos choix, va dessiner les bases de nos mois à venir. Ici, ce sont nos valeurs profondes, nos besoins incarnés qui vont guider cette période. Pas nos stratégies mentales, mais notre capacité à faire alliance avec le vivant. Ce germe que cette nouvelle lune cherche à faire émerger, ce n'est pas juste une idée ou une intention abstraite. C'est un mouvement de fond, concret, palpable, même infime. C'est ce choix de ralentir le rythme, de remettre du sens dans la matière, de réapprendre à habiter notre vie avec présence, qui est important. Et donc, bien sûr, cela pose une question fondamentale en cette nouvelle lune. Quelles sont mes valeurs? Ce mot, on l'entend à toutes les sauces, dans les discours politiques, dans les publicités, dans les injonctions sociétales. C'est pour nos valeurs, entend-on. Mais de quoi parle-t-on vraiment? Car dans l'origine latine, valere signifie être fort, être en santé, avoir de la puissance.
Donc une valeur, ce n'est pas une idée figée ou une morale plaquée de l'extérieur. C'est quelque chose qui nous donne de la force, qui nous nourrit, qui soutient notre intégrité. Alors, est-ce que les valeurs que nous affirmons sont les nôtres? Est-ce qu'elles viennent de nous, de notre expérience, de notre lien intime à la vie? Ou alors sont-elles répétées, héritées, collées sur soi par habitude, par conformisme, par peur de déplaire ou d'être rejeté? Eh bien, je pense que cette lunaison est une excellente opportunité pour s'interroger sur ce qui a vraiment de la valeur pour nous. Et qu'est-ce qu'on continue à appeler valeur alors que cela ne nous nourrit plus? La question peut sembler simple, mais y répondre en toute honnêteté peut prendre du temps. Car souvent, ce qu'on appelle nos valeurs, ce sont en fait des normes sociétales que l'on n'a jamais vraiment interrogées. Alors, dans un monde où l'on instrumentalise sans cesse ce mot pour justifier tout et son contraire, la répression, la dépense publique, la guerre, la contrainte morale ou économique, retrouver nos valeurs profondes, incarnées, personnelles, ça devient un acte de résistance douce mais puissante. Ce n'est pas un exercice de style. C'est plutôt une manière de retrouver notre axe, notre cohérence, notre enracinement. Donc c'est une manière de répondre au monde sans se perdre en lui. C'est un mouvement de fond, concret, mais c'est aussi un choix de ralentir le rythme, de remettre du sens dans la matière, de réapprendre à habiter notre vie avec présence. Et pourtant, depuis 2018, une autre fréquence traverse ce signe. Uranus, planète de la rupture, du basculement, des éclairs. Alors autant dire que sa présence dans ce signe où il est en chute vient déranger profondément l'apparente tranquillité du taureau. Là où le taureau veut stabiliser, conserver, bâtir sur du connu, Uranus vient injecter de l'imprévisible, du renversement, de la transformation radicale. Donc ce n'est pas confortable, mais c'est nécessaire. Le taureau, pour bien le comprendre, ne peut être isolé de son axe, l'axe taureau-scorpion. Donc c'est un axe de possession. Mais plus encore, c'est l'axe de la vie et de la mort. Ce que je possède, ce que je retiens, ce à quoi je m'attache, ce que je refuse de perdre, face à ce que je dois laisser aller, transformer, transmuter, rendre à la terre. Et c'est bien là que l'ombre du taureau peut devenir pesante. Car à force de thésauriser, de s'accrocher, de ne pas vouloir perdre, on peut étouffer sous le poids de ce qu'on garde. Comme ces histoires très réelles de personnes mortes sous des piles d'objets accumulés, prisonnières de leur peur de manquer. On touche là au syndrome de Diogène dans sa version, certes extrême, mais dans une version plus subtile, nous avons tous et toutes en nous un coin de maison intérieur où l'on garde par peur, où l'on empile des attachements qui ne nous servent plus. On peut même y garder des ordures. Et pourtant, si le taureau accepte de regarder du côté du scorpion, il peut comprendre quelque chose de fondamental. La terre est cyclique. Il y a un temps pour semer, un temps pour récolter, un temps pour laisser mourir et un temps pour féconder de nouveau. Si le taureau apprend à se défaire de son besoin de contrôle, de son idée de permanence absolue, alors là, il peut devenir un véritable alchimiste du vivant. Car c'est un signe profondément écologique, donc il porte en lui l'intelligence du sol, des saisons et de la lente métamorphose. Et c'est peut-être ça le véritable apprentissage de cette nouvelle lune. S'enraciner non pas dans la matière fixe, mais dans le mouvement même de la Terre. Dans l'acceptation que pour que la vie continue, quelque chose doit à chaque fois être rendu, recyclé et restitué. Le taureau qui comprend ça ne craint plus de perdre, parce qu'il sait que la vie suit un flux, et c'est là qu'il devient sage et extrêmement puissant, je dirais même libre. Alors au vu des aspects de la carte, allons-nous être en capacité de pouvoir toucher à ce taureau-là? Eh bien ça va être là tout le défi de cette nouvelle lune. Alors tentons de reprendre avec un peu plus de recul, parce que cette nouvelle lune, elle ne flotte pas juste dans le vide astral. Elle s'ancre dans une configuration lourde, tendue et sacrément signifiante. Une grande croix fixe. Alors certes, c'est un mot un peu technique, mais ce que ça dit en clair, c'est que tout est verrouillé, tout est tendu. Et si ça ne bouge pas, ça craque. Et cette croix-là, ce n'est pas juste une jolie forme géométrique céleste. Elle se superpose très exactement à la grande croix fixe de la lune noire elle-même. Donc vous voyez le tableau.
La croix cosmique réactive la croix archétypale du manque, de l'excès, de la blessure jamais résolue. D'ailleurs, si vous n'avez pas vu ma vidéo sur le transit de la lune noire en Scorpion, où j'explique tout ça en détail, écoutez, je vous invite à la voir, puisque ça vous donnera la profondeur du cycle. Donc, ce qu'on a là, c'est une grande activation de zones sensibles, sourdes, tordues parfois, mais fondamentalement alchimiques. Et au cœur de cette tension, eh bien, l'opposition Mars-Pluton. Et pas n'importe laquelle. La troisième et dernière d'une série. La première, c'était le 3 novembre 2024, avec Mars en Cancer face à Pluton en Capricorne. Alors là, Mars était en chute, à fleur de peau, défensif, embourbé dans ses blessures, ses besoins non reconnus. Donc c'était l'opposition des fragilités masquées par la carapace. Le 3 janvier, rebelote, Mars rétrogradé en Lion, autant dire le roi en pleine crise d'identité, en opposition à Pluton ici en Verseau, donc le choc frontal, moi, mon désir, ma voix, contre le collectif, le système, la pression invisible de l'époque. Mais étant rétrograde, Mars ne pouvait pas encore agir. Donc il observait, il ruminait, il digérait. Puis il est retombé en Cancer, encore une fois. Donc retour à la maison, comme s'il fallait réintrospecter à fond, épurer ce qui n'était pas encore aligné, purifier la colère, le besoin d'exister, les blessures d'orgueil. Et là, enfin, cette troisième opposition, en direct, Mars en Lion, donc regonflé à bloc, recentré, régénéré, face à Pluton en Verseau, pour de bon. Donc c'est un moment de vérité. On a eu 2 chances pour se rater, celle-ci est celle du discernement, du positionnement juste. Enfin, du moins, je l'espère. Alors Mars peut continuer à foncer tête baissée, mais il va perdre, parce que Pluton gagne toujours. Ou alors, il peut choisir la voie de l'affirmation consciente. Pas l'ego blessé, pas l'orgueil qui rugit, mais le courage du cœur, qui dit « je suis et j'agis à partir de ce que je suis et pas contre ce que je crains ». Et regardez bien la croix. Mars est au carré de la nouvelle lune en Taureau, donc les besoins fondamentaux, la sécurité, la stabilité, l'écologie intérieure et extérieure, et au carré de la lune noire en Scorpion, qui signifie la perte, la dépossession, la purification radicale, la crise du désir, la corruption de la matière. Autrement dit, notre manière d'agir est prise en étau entre ce que l'on veut sécuriser et ce qu'on doit lâcher. Alors cette tension, elle n'est pas juste psychique, elle est ici structurelle, sociétale, mondiale. Parce qu'on ne parle pas ici que de nos petits conforts perso. On parle de notre rapport à la matière, donc à la consommation, à l'accumulation, à cette espèce de frénésie qui nous fait croire que plus égale mieux. Sauf que la lune noire en Scorpion n'est pas dupe. Elle vient gratter là où ça pue, là où le désir est devenu pulsion, là où la possession est devenue compulsion. Donc elle retire les masques et elle va nous forcer à regarder ce qu'on ne veut pas voir. Et si on n'ose pas regarder, on résiste. Donc on s'ankylose. Et là, la croix fixe devient un champ de mine. Violence sourde, crispation, passivité toxique, cynisme, auto-sabotage, ou alors son contraire. Fuite dans l'agitation, révolte aveugle, militantisme sans âme, guerre d'ego. Mais si on a le courage d'y aller, c'est-à-dire là où ça gratte, là où ça fait peur, alors cette croix devient porte alchimique. Donc c'est un moment pour réconcilier Mars et Pluton. Donc c'est-à-dire retrouver une action puissante, alignée, enracinée dans une conscience plus vaste que soi. Et c'est là que le taureau reprend tout son sens. Ce n'est pas le « je veux rester au chaud » du déni, c'est le « je m'ancre dans ce qui est juste, fertile, vivant ». Donc c'est le refus d'être manipulé, utilisé, lessivé. C'est la réaffirmation de notre droit à une sécurité réelle, pas achetée, pas volée, pas standardisée. Donc une sécurité qui vient de nos valeurs incarnées, de notre présence, de notre rythme. Et peut-être qu'on n'aura pas tout de suite la paix. Peut-être qu'on va perdre certaines choses en chemin. Mais ce qui restera au fond sera plus vrai, plus simple. Et surtout plus à nous. Alors je ne vais pas vous mentir, De base, cette grande croix qui se pose ici comme le socle majeur de cette nouvelle lune, c'est vraiment pas du gâteau.
Mais on peut soit la subir, notamment si on reste passif aux événements, et attention, ils viendront, surtout si on ne veut pas les voir, soit on décide d'y faire face, de nous y attaquer, mais pas en alimentant les mauvais côtés de ces aspects. Sinon, on ne fait que suralimenter un circuit déjà fermé et qui peut tourner en boucle jusqu'à la surchauffe. Avec ces aspects, il est tout à fait possible de sombrer dans ce qu'on appelle la politique de la terre brûlée. Tout cramer, tout foutre en l'air, par colère, par peur ou par refus de composer. C'est typique du « puisque je n'ai pas ce que je veux, puisque ça ne va pas comme je veux, alors j'explose, et vous avec ». Ce genre d'énergie est très présente dans cette croix. Mars en Lion peut s'enflammer d'orgueil blessé, Pluton en Verseau peut devenir glacé et radical, la Lune noire peut chercher la pureté au prix de la destruction, et le Taureau peut se figer dans un refus borné de bouger, même si tout s'effondre autour. Alors oui, c'est tentant d'y aller à la hache, mais est-ce que ça nous libère vraiment ? Ou est-ce qu'on s'auto-sabote en croyant prendre le pouvoir ? Parce que la vérité, c'est qu'avec cette croix-là, personne ne gagne à la guerre d'ego. Ce n'est pas une configuration pour avoir raison. C'est une configuration pour mûrir, transmuter, repositionner notre pouvoir personnel à sa juste place. Alors la seule manière d'éviter l'explosion, c'est d'ouvrir le circuit, de briser la boucle. Et pour ça, il faut de la conscience. Il faut du courage, et il faut oser se demander « qu'est-ce que je suis en train d'alimenter ? Qu'est-ce que je nourris à mon insu ? Est-ce que mes actions viennent vraiment de mon cœur ? Ou est-ce qu'elles sont motivées par la peur, la colère, le ressentiment, ou ce vieux fond de « j'ai besoin de prouver que j'existe ». Et c'est là que cette opposition prend tout son sens. Car dans sa version la plus noble, elle nous apprend à composer avec la puissance, pas à l'imiter, pas à la défier, à la comprendre. Donc Mars en Lion ne peut pas gagner contre Pluton, mais il peut apprendre à agir avec justesse, à devenir un gardien de sa propre force, pas un enfant qui tape du pied quand il n'a pas ce qu'il veut. Donc cette force, on peut l'investir dans la régénération, dans un nouvel ancrage, dans une manière plus vraie de poser des actes. Des actes qui ne sont pas motivés par l'envie de sauver le monde ni de tout contrôler, encore moins de prouver qu'on a de la valeur, mais des actes qui partent du cœur, du corps, de ce qu'on ressent profondément comme juste et bon pour nous et pour le vivant. Parce que cette nouvelle lune en Taureau, même au milieu de la tempête, elle nous parle encore de ça, de ce qui est simple, de ce qui est essentiel, de ce qui nourrit vraiment. Pas ce qui brille, pas ce qui rassure artificiellement, mais ce qui soutient, ce qui reste debout quand tout s'effondre. Alors soit on laisse les tensions nous écraser, soit on s'en sert comme d'un levier. Et ça, c'est notre part de choix. Elle est là, toute petite parfois, mais elle existe. Donc ce n'est pas une lunaison pour les lâches, et encore moins pour les rêveurs déconnectés. C'est une lunaison pour ceux qui veulent habiter leur vie, vraiment. Pour ceux qui sont prêts à descendre dans la matière, à affronter les inconforts et à transmuter les résistances en actes concrets. Et peut-être que dans cette grande croix, la libération ne viendra pas d'un grand geste héroïque, mais d'un retournement intime. C'est cette décision silencieuse mais radicale du « je ne jouerai plus contre moi-même ». Alors après tout ça, où se trouve notre petite Vénus, qui est quand même la maîtresse de cette nouvelle lune en Taureau ? Donc c'est elle qui est censée nous guider sur la voie des valeurs, de la matière, de la douceur et du plaisir de vivre. Alors spoiler, elle n'est pas franchement au spa. Ici, elle est encore en Poisson, sur l'avant-dernier degré du signe, donc à la toute fin de sa traversée. Donc elle peut être essoufflée, lessivée, presque mystique de fatigue. Mais ici, elle n'est pas seule, puisque Saturne est toujours à ses côtés, droit comme un piquet, le regard sérieux, l'air de dire « il faut être raisonnable ». Un peu plus loin, le nœud nord ajoute une couche de pression évolutive. Et en arrière-plan, Neptune vient souffler ses vapeurs troublantes, puisqu'il est tout juste entré en bélier, comme un rêve nouveau, encore trop chaud, encore flou, mais déjà là. Alors ici, Vénus, c'est la planète des valeurs coincée entre le frein et la fuite. Entre Saturne qui restreint, cadre, impose une forme de privation, et Neptune qui dissout, noie, illusionne. Donc c'est pas simple. On pourrait même dire qu'elle est prise dans un conflit de loyauté intérieure, entre « je dois me priver » et « je veux m'abandonner à un idéal ». Donc en Poisson, elle est sensible, perméable, vulnérable, elle aspire à la paix, mais elle n'a pas de repère clair. Et surtout, elle parle de nos valeurs.
Mais là, les valeurs sont troubles, flottantes. On ne sait plus ce qu'on doit tenir ni ce qu'on peut lâcher. Donc on peut douter de ce qui a du sens, on peut chercher du beau, du vrai, mais on ne sait plus trop trouver. C'est une Vénus qui touche à la fatigue morale, à la lassitude, au vague à l'âme. Elle voudrait croire encore, mais elle n'a plus vraiment les moyens. Et là, bien sûr, Saturne pèse de tout son poids, puisqu'il va transformer Vénus en comptable. Il va lui dire « on coupe, on restreint, on sacrifie ». Et pas qu'en nous. Ça résonne dans le collectif. Regardez autour de vous, l'austérité revient à la mode, comme un mantra imposé par nos élites. On parle d'efforts nécessaires, de resserrer les budgets, de réalités économiques incontournables. Notre cher Premier ministre l'a encore martelé récemment, on va devoir faire des choix difficiles, mais au nom de quoi exactement? Et puis surtout, qui s'équiper? Parce que cette conjonction Vénus-Saturne en Poisson, ça met en lumière le mythe du sacrifice collectif. Cette vieille rengaine culpabilisante où le peuple est invité à se priver pour réparer des erreurs qu'il n'a pas commises. Donc on doit se serrer la ceinture pendant que d'autres en haut continuent de banqueter. On nous dit qu'il faut faire des économies, mais on évite soigneusement de dire où est passé l'argent. Qui a dilapidé? Qui a profité? Qui a fermé les yeux? Qui continue de détourner, de manipuler, de mentir sur les bilans? On parle de rigueur, mais on ne parle pas de justice. Et là, cette Vénus, elle doit faire un choix. Donc, elle peut tout à fait subir, courber l'échine, se sacrifier par culpabilité, par habitude, ou elle peut redevenir souveraine. Elle peut dire « oui, je suis prête à faire des choix », mais pas dans le brouillard, pas dans le mensonge, pas en portant des responsabilités qui ne sont pas les miennes. Elle peut remettre Saturne à sa juste place, celle du cadre juste, et pas celle du bourreau. Elle peut décider que la vraie valeur aujourd'hui, ce n'est pas l'austérité aveugle, mais la clarté, l'honnêteté, la simplicité et surtout la responsabilité partagée. Donc c'est une Vénus qui nous demande de faire un tri intérieur, de ne pas croire tout ce qu'on nous dit, de sentir profondément ce qui a de la valeur pour nous, de nous y tenir, même quand ça ne plaît pas, même quand ça ne rentre pas dans les cases. Elle nous invite à refuser la pénitence imposée, à sortir de la logique du mieux vaut rien que trop, et à poser des fondations plus vraies, c'est-à-dire celles de nos choix conscients, de nos engagements sensibles, de notre fidélité à ce qui nous fait du bien sans dévorer les autres. Et peut-être qu'au fond, c'est ça le vrai pouvoir de cette Vénus en Poisson au seuil du Bélier. Savoir faire le tri dans le flou sans perdre l'amour. Dire non sans fermer son cœur. Dire oui sans se perdre. Et préparer dans le silence le retour d'un désir plus clair, plus direct et plus aligné. Et puis même si c'est un peu plus discret que le fracas de la croix fixe, il y a une tension plus sourde, plus souterraine, mais tout aussi significative. Jupiter en Gémeaux forme ici un carré au nœud nord en Poisson et au nœud sud en Vierge. Et là, on entre dans le domaine des récits, des vérités qu'on nous vend, des croyances qu'on absorbe sans trop y réfléchir. Jupiter en Gémeaux, c'est le roi du storytelling, qui sait tout dire, tout justifier, tout enjoliver. Mais dans ce carré, il va multiplier les versions au point d'embrouiller la direction. Trop d'infos, trop de oui mais, trop d'analyses, mais au final, plus de clarté. Donc c'est un peu comme si la boussole intérieure se mettait à tourner en rond. Alors ce carré à l'axe nodal vient poser une vraie question. Qu'est-ce qu'on croit? Qui décide pour nous de ce qui fait sens? À quelle vérité intérieure avons-nous renoncé, happés par les discours ambiants? Ce bruit mental, cette logorée collective, elle nous empêche de sentir. En réalité, elle parasite l'écoute, celle qui vient du cœur, du corps, de la conscience organique. Donc au bout du compte, elle fait perdre confiance. Et quand on ne sait plus à quoi se fier, on va se raccrocher au plus bruyant, au plus rationnel, au plus dominant, même si ça ne résonne pas du tout. Et là, il faut noter un point clé. Le nœud sud en Vierge est sous la maîtrise d'un Mercure en Bélier qui ne forme aucun aspect. Donc dans cette carte, il est seul, isolé. Il pense mais ne communique avec rien. Donc il peut ruminer, mentaliser. Il est certes rapide, mais déconnecté. Et ça dit quelque chose d'important. Notre mental actuel tourne à vide. Il peut tenter d'analyser, de comprendre, mais il n'est plus branché au reste du système. Donc il est comme sous tension, mais sans prise.
Et en plus, il est sous la maîtrise de Mars en Lion, déjà au centre de la croix. Donc le mental ici réagit à chaud, mais sans recul, sans dialogue, sans véritable intelligence incarnée. En face, le nœud nord en Poisson peut nous murmurer de lâcher, de faire confiance, de laisser venir, mais il est pris entre Neptune, le brouillard mystique, et Jupiter en Gémeaux, le verbiage mental. Donc même cette intuition-là est instable. On veut y croire, mais on doute. On veut ressentir, mais on est saturé. Donc dans ce carré, on voit un climat intérieur collectif de confusion, de saturation, de désorientation. Beaucoup trop de discours, pas assez de silence, trop de concepts, pas assez de chair, pourtant on est dans une nouvelle lune en taureau, et trop de pseudo-vérités extérieures et pas assez de vérité intime. Alors, pourtant, il y a des voies de sortie et il y a de l'air. Parce que même dans ce ciel ultra verrouillé, deux aspects fluides viennent desserrer un peu l'étau. Deux lignes de tension qui, au lieu de bloquer, permettent d'ouvrir. Donc deux invitations à retrouver une direction plus simple, plus juste et potentiellement plus ancrée. Donc d'un côté, Uranus en taureau, toujours dans le signe de la nouvelle lune, donc toujours là à faire bouger les plaques, à nous sortir du confort figé. Mais là, il est au sextile avec le nœud nord en Poisson et en trigone avec le nœud sud en Vierge. Donc autrement dit, il soutient l'évolution. Il peut proposer un autre chemin, un éveil, une bascule. Pas brutale, mais décisive. Uranus ici, c'est la lucidité fulgurante, ce truc qui fait tilt. Donc il vient dire, tu veux sortir de la boucle mentale? Regarde ce que ton corps te dit, ce que ta matière raconte, ce que ton rythme réclame. Donc il peut nous inviter à sortir du mental pour retourner dans l'expérience directe, dans l'intuition du vivant, dans la simplicité du présent. Donc écoutons-le nous dire, c'est maintenant, pas dans 6 mois. C'est un allié précieux, silencieux, mais aussi très efficace si on l'écoute. De l'autre côté, Mars en Lion, ce guerrier courageux au centre de la croix, qui reçoit un trigone de Neptune en Bélier. Donc là, il y a quelque chose de profondément réconciliateur. Parce que Mars ici, c'est le cœur qui agit. Et Neptune, c'est l'âme qui inspire. Donc ensemble, ils ouvrent une porte pour agir autrement. Pour ne pas juste réagir, pour ne pas tout casser, mais pour poser des actes qui viennent du cœur et du sens. Et puis n'oublions pas que Neptune maîtrise le nœud nord, donc il tient la direction de fond. Et là, il offre à Mars un cap, une voie intérieure, une douceur dans la puissance. Donc on peut faire, oui, mais faire avec sens, faire avec foi, faire sans violence. Oui, c'est possible. Et ces deux aspects, Uranus vers les nœuds, Neptune vers Mars, ce sont les vraies issues. Pas des échappatoires. Ce sont des traversées. Celles qu'on n'ose pas toujours emprunter parce qu'elles nous demandent à la fois une sorte de lâcher-prise et d'engagement. Donc ce n'est pas juste l'un ou l'autre. C'est les deux. Et c'est là que la magie opère, quand on arrête de se débattre contre ce qui est et qu'on commence à accompagner consciemment ce qui cherche à naître. Alors à ce stade, peut-être qu'on peut poser une dernière carte sur la table, littéralement, parce que si l'on additionne tous les chiffres à la date de cette nouvelle lune, on tombe sur le 22. Et le 22 dans le tarot, on peut l'affilier au mat, le fou, celui qui ne porte pas de numéro, mais qui est la 22e des lames majeures. Comme pour dire « je suis là, mais je ne rentre pas dans vos cases ». Donc c'est l'arcane de la marge, du saut dans l'inconnu, du départ sans bagage autre que l'essentiel. Et ici, c'est pas anodin, parce que cette grande croix fixe, après cette saturation mentale, après cette tension entre idéal vénusien et réalité austère, peut-être que la vraie réponse n'est pas de gagner, ni de contrôler, ni même de résoudre, mais d'avancer sans savoir. D'oser le pas de côté, le détachement. Le je ne sais pas où ça mène, mais je sens que je ne peux plus rester là. Le mat, c'est la pelle de l'âme libre. Celle qui, au milieu du chaos, choisit de ne pas rejouer la même partition. Donc nous devons nous défaire de conditionnements, de rôles imposés, de récits toxiques. C'est l'instinct du vivant qui refuse de se laisser fossiliser par la peur. Alors bien sûr qu'il y a un risque, puisqu'il y a de l'imprévisible. Mais il y a surtout la possibilité de recommencer autrement. Alors si l'on réduit le 22, nous tombons sur le 4, et donc l'empereur, celui qui pose des fondations, qui incarne, qui se tient droit.
L'empereur, de base, ne fuit pas, hein, il ne fantasme pas, il règle, il cadre, il assume sa part. Et ici, dans ce croisement entre le mat et l'empereur, c'est tout l'enjeu de cette lunaison qui se joue. Oser partir vers autre chose sans garantie, et en même temps reprendre sa responsabilité. C'est-à-dire ne pas se figer dans le passé, mais ne pas l'oublier non plus. Construire différemment, mais sans faire comme si rien n'avait existé avant. Parce que le mat regarde devant, certes, mais libre de ce qui ne lui appartient plus. Et l'empereur, lui, regarde derrière, donc il s'appuie sur l'histoire, mais non pas pour s'y enfermer, mais pour assumer les conséquences, tirer les leçons, faire mieux. Et là, on peut faire un parallèle assez tranchant. Nos dirigeants actuels, ce ne sont ni des maths, ni des empereurs. Ce sont des figures qui refusent de regarder en arrière, puisqu'ils avancent en brandissant l'avenir comme une bannière, mais sans jamais reconnaître ce qu'ils ont mis en place hier. Ils parlent d'efforts, de rigueur, de responsabilité, mais ils esquivent leur propre pas. Ils exigent, mais ne rendent aucun compte. Un vrai empereur, lui, ne demanderait pas des sacrifices au nom de principes qu'il a lui-même piétinés. Il reconnaîtrait ses fautes. Il poserait un cadre juste, pas une pénitence injuste. Donc il ne dirait pas « vous devez vous priver ». Il dirait « nous allons rectifier ensemble ». Et c'est peut-être là que la croix se redresse, là que le mat prend tout son sens. Si ceux qui dirigent refusent de voir, alors c'est à nous d'ouvrir les yeux. Si ceux qui tiennent le pouvoir ne savent ni regarder derrière, ni écouter l'instant, ni encore moins accueillir le vivant, alors c'est à nous de reprendre notre axe. Pas pour fuir, mais pour poser autrement notre autorité intérieure. Cette nouvelle lune, elle ne nous demande pas d'élire un nouveau roi. Elle nous demande de retrouver notre souveraineté, notre droit de ressentir, notre droit de dire non, notre droit de bâtir autrement. Et peut-être que c'est ça la vérité de cette lunaison. Ce n'est plus le moment de chercher à plaire, ce n'est plus le moment de répéter les schémas du passé, ce n'est plus le moment d'attendre qu'on nous autorise à exister. Alors on arrête de demander la permission, on se lève, on se redresse, on se rappelle qu'on est vivant, pas juste des rouages d'un système moribond. À moins de vouloir fertiliser les chrysanthèmes, il me semble plus vivant de préférer la sève au cercueil, de choisir la pulsation plutôt que la résignation, de sortir du rang plutôt que de crever à marcher droit dans un couloir qui n'a plus d'issue. Alors si cette nouvelle lune ne promet pas la facilité, elle offre au moins cette clarté. Nous sommes à l'endroit précis où tout peut recommencer. Pas parce que le ciel l'autorise, mais parce qu'on l'ose. Le mat marche, l'empereur bâtit, et nous, on incarne, on tranche, on sème, ici et maintenant, et pour de bon. Et nous voilà arrivés à la fin de cette analyse qui, je l'espère, vous aura autant nourri qu'aligné, qu'elle vous ait permis de mettre des mots, des images, du moins des directions sur ce que vous ressentez peut-être encore confusément. Parce que non, vous n'êtes pas seul à sentir que quelque chose bouge, quelque chose pousse, quelque chose résiste, et que c'est le moment d'en faire quelque chose. Nous en sommes tous plus ou moins au même endroit. Donc si cette vidéo vous a parlé, vous a inspiré, ou même juste piqué au bon endroit, vous pouvez liker, commenter, partager. Vous savez que ça me fait toujours très plaisir et ça me permet de continuer à vous proposer ce genre de contenu avec le cœur. Permettez-moi de vous souhaiter une nouvelle lune radicale, enracinée et surtout libératrice. Qu'elle vous remette dans votre axe. Et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures astrologiques.